voyez tous mon écran. Est-ce que c'est bon? Voilà, l'écran est partagé. Super, ça marche. Très bien. Eh bien, bienvenue à tous dans cette webconférence d'initiation aux techniques de base du coaching professionnel. Cette conférence a lieu dans le cadre de l'International Coaching Week de la Fédération internationale de coaching. Donc, c'est une semaine de promotion de cette fédération de coachs professionnels qui est présente partout dans le monde. Et notre objectif, c'est vraiment de promouvoir le métier de coach professionnel, de le faire connaître au travers de nos actions, que ce soit des flash coaching, des conférences, des ateliers, pour que vous puissiez du coup découvrir ce qu'est le coaching professionnel et peut-être que ça peut déclencher chez vous des vocations ou des envies d'accompagnement. Voilà. Donc l'idée aujourd'hui, c'est vraiment de découvrir ce qu'est le coaching professionnel et puis de pouvoir vous apprendre les techniques de base de ce qu'on appelle le coaching professionnel, pour que vous puissiez bien comprendre ce que c'est et comment ça fonctionne. Et surtout, ce qui est intéressant, enfin, tout est intéressant, mais ce qui est encore plus intéressant, c'est que je vais vous donner des petits trucs et astuces qui vont vous permettre d'utiliser des petites techniques de coaching dans votre quotidien, que ce soit en réunion, en rendez-vous avec un client, que ce soit dans une relation aussi qui peut être conflictuelle. Donc, toutes ces techniques dans la définition des objectifs, dans la communication, dans la façon de s'adresser à l'autre, qui vont pouvoir vous aider au quotidien et dans votre job respectif. Alors, pour commencer, je voudrais parler d'un mythe. Le mythe, c'est qu'on a tous une idée de ce qu'est un coach et puis il y a des coachs un petit peu partout. Alors, on ne s'y retrouve pas trop. C'est peut-être pour ça que vous êtes là d'ailleurs, pour savoir ce que c'est le coaching professionnel. Parce que tout le monde se dit coach, alors que le métier du coaching professionnel est un vrai métier. Donc, on a tous une idée de ce qu'est un coach. Certains ont déjà été coachés et d'autres on a entendu parler dans leur entourage. Et puis encore, d'autres se demandent ce qu'ont tous ces gens à vouloir être coach parce que c'est un truc à la mode de se dire coach et qu'en fait, finalement, ça finit par ne plus rien vouloir dire. Sauf qu'en réalité, le coaching professionnel, c'est un vrai métier. C'est un métier qui est reconnu par l'État français, qui est reconnu dans le monde et dont les formations, les accréditations sont reconnues par la Fédération internationale de coaching. Donc, c'est un vrai métier qui est reconnu partout dans le monde et qui gagne à être connu, puisque c'est un métier qui nous permet, comme le dit Marilyn Atkinson, qui est la fondatrice de l'école Ericsson Coaching International, dans laquelle je suis formatrice. Elle dit que le coaching, ça permet de changer le monde une conversation à la fois. Donc, client par client, conversation par conversation. Alors, les 3 mythes les plus courants sur les coachs, d'abord, c'est qu'un coach, c'est un magicien. Donc, on croit qu'un coach, il a la solution à tout et qu'il va pouvoir régler tous nos problèmes en 1 ou 2 séances et que ça va être facile et magique. Alors, ça peut être facile et magique, mais vous allez voir que c'est un partenariat. Ce n'est pas que le travail du coach, c'est un véritable partenariat entre le coach et son client, puisque c'est les clients qui travaillent beaucoup plus que le coach, finalement, dans une séance de coaching. Donc, le coach peut être un magicien si et seulement si le coaché a cette envie de faire en sorte que sa séance soit magique et qu'il puisse atteindre, dépasser ses objectifs. Le coach ne fait pas tout et le coach ne sait pas tout non plus. On peut s'imaginer qu'un coach, c'est quelqu'un qui va tout savoir sur tout, qui va avoir toutes les réponses à nos questions, sauf que dans la réalité, un coach ne sait rien faire d'autre que de poser des questions ouvertes. Vous allez voir pourquoi. Et pourquoi c'est intéressant ? Parce qu'un coach n'a pas de savoir à délivrer, n'a pas de méthode à délivrer, simplement des techniques et des outils à proposer à son client pour lui permettre d'approfondir sa réflexion, de susciter des prises de conscience et puis d'atteindre et de dépasser ses objectifs. Et puis enfin, un 3e mythe très courant, c'est que le coach va vous donner la solution. Et ça, il y a beaucoup de clients qui arrivent aussi en disant, voilà, moi je vous contacte parce que je veux que vous me donniez la solution à mon problème. Sauf que le coach n'a pas de solution à son problème. Le coach, c'est simplement quelqu'un, c'est quelqu'un qui va guider son client dans sa réflexion pour l'aider à trouver ses propres solutions, à faire émerger ses propres ressources pour pouvoir trouver ses propres solutions et passer à l'action.
Donc, le coach ne donne pas la solution, mais il vous permet vous-même de trouver votre propre solution. Petit sondage, et je vous invite à utiliser le chat pour ça. J'ai envie de savoir qui vous êtes. Alors, vous êtes 62 connectés. C'est super, vous êtes très nombreux. Je suis très, très contente d'être là avec vous. J'ai envie de savoir qui vous êtes. Alors, s'il vous plaît, dites-moi, qui êtes-vous? Est-ce que vous êtes un professionnel, un manager? Est-ce que vous êtes un indépendant? Est-ce que vous êtes une personne qui souhaite se former au coaching, peut-être? Alors, n'hésitez pas à utiliser le chat, dites-moi. Voilà, qui est-ce que vous êtes? D'où vous venez? Alors, Christina, levez la main, allez-y. Ou sinon, voilà, je me forme en tant que coach en Espagne, coach professionnel en formation dans le cadre d'une reconversion. Super. Manager, formateur à l'école d'éducation nationale. Beaucoup de boulot. RRH, coach en cours de formation. Super. En formation en cours chez Ericsson. Très bien, vous allez comprendre pourquoi. Coach en formation, beaucoup de coachs en formation, étudiants en psychologie, super. Le coaching, c'est complètement complémentaire à la psychologie. Coach en prise de parole en public, il y en a tellement besoin. Actuellement, conseillère en assurance, ah oui, ok, reconversion. Chef de projet formation en cours de formation de coach. Donc, vous êtes nombreux à être... puis Anne-Sophie chez Ericsson aussi. Consultant de conduite du changement, diplômé Master 2, reconversion. RH et coach pro. Donc, vous êtes nombreux à être coach finalement. Ok, très bien. Eh bien, écoutez, bienvenue dans cette conférence pour découvrir ce beau métier. Et Michael qui vient d'obtenir sa certification de coach professionnel. Félicitations Michael. Je suis coach en programmation neurolinguistique en reconversion, écrit en majuscule. Asma. Très bien. Bon. Bienvenue à tous, je suis vraiment ravie de vous avoir dans ce webinaire. Qu'est-ce que c'est que le coaching professionnel? Avant de vous expliquer ce que c'est, je vais vous parler un petit peu de qui je suis pour vous en parler finalement, parce que peut-être que peu d'entre vous me connaissent. Donc, qui je suis, en quoi je suis légitime à vous expliquer ce qu'est le coaching professionnel. Donc, moi, je suis Edwige Giron-Fleckinger et je suis coach certifié PCC. C'est peut-être un peu du chinois pour vous pour l'instant. En fait, la certification PCC, c'est une certification de la Fédération internationale de coaching qui permet de justifier d'un nombre d'heures de formation accréditée, qui permet de justifier d'un nombre d'heures de pratique de coaching, en l'occurrence plus de 500 heures, et qui permet de justifier aussi d'un certain niveau de pratique dans le coaching, puisqu'on est évalué selon les 8 compétences définies par la Fédération internationale de coaching, donc qui permet d'évaluer le niveau de pratique d'un coach. Donc, c'est un gage de qualité dans le coaching qui est très recherché, notamment pour les entreprises et de plus en plus pour les particuliers. Donc, je suis coach professionnel certifié PCC, donc plus de 500 heures de coaching. J'ai suivi la formation L'air et la science du coaching à l'école internationale Ericsson International, donc en France à Paris, qui est un programme accrédité par la Fédération internationale de coaching. Et puis, donc j'ai fait ça en 2013-2014, je me suis formée au coaching après 10 ans dans les ressources humaines. Et depuis 2 ans, je suis formatrice en coaching ericksonien au sein de cette école, puisque ça fait plus de 8 ans que je suis coach professionnel certifié et plus de 3 ans que je me forme pour être formatrice en coaching ericksonien. Donc, j'anime aujourd'hui des sessions avec Ericsson France et Ericsson International pour la France et le Québec, la Suisse aussi et la Belgique. Donc les sessions francophones en ligne et en présentiel. Et donc, voilà pourquoi j'ai proposé cette conférence aujourd'hui pour faire comme si c'était la première heure de formation ensemble pour devenir coach professionnel. Je suis aussi mentor coach accrédité par l'ICF. Mentor, c'est quoi? C'est un coach expérimenté qui est certifié PCC qui va accompagner les coachs débutants dans leur certification et dans le développement des 8 compétences ICF que doit maîtriser le coach pour avoir sa certification. Et puis, je suis aussi coordinatrice du pôle ICF 1 Rôle Noir, c'est-à-dire que j'ai été co-élue lors des élections sociocratiques de novembre 2020 avec 2 autres de mes pairs pour organiser les événements sur la région et accueillir les adhérents.
Alors, qu'est-ce que c'est ma spécificité au quotidien? Donc moi, je suis issue du monde de l'entreprise et de la compétition sportive. En fait, j'ai passé 10 ans dans les ressources humaines et la gestion de projet en entreprise. Et puis, j'ai décidé de me reconvertir complètement. J'ai quitté l'entreprise et j'ai développé mon activité indépendante il y a 8 ans en tant que coach professionnel et formatrice. Je m'adresse du coup à 3 cibles. Je coach des particuliers qui sont en reconversion professionnelle, en prise de poste, qui ont besoin de travailler la confiance en soi. 90% des sujets de coaching, la confiance en soi. J'interviens en entreprise pour aider les managers, leurs équipes à identifier leurs objectifs, à fluidifier leur communication, aider aussi des managers ou des personnes en situation de handicap à la prise de poste. Et puis, j'aide les indépendants dans la création, la digitalisation, le développement de leur activité indépendante dans le coaching et dans le développement personnel et le bien-être. Et j'ai créé des programmes d'accompagnement en ligne qui permettent justement de développer ces compétences. Bon, je suis aussi très engagée dans l'associatif. Je fais de la sensibilisation au handicap en entreprise avec APF France Handicap, tout simplement parce que je suis concernée par le sujet et que c'est un sujet qui me tient à cœur. Et puis, je fais des formations pour le réseau Étincelle pour favoriser l'insertion professionnelle des jeunes dits décrocheurs et pour les aider à les remettre sur le bon chemin et en tout cas, le chemin qui est bon pour eux, le chemin de la voie professionnelle. Donc voilà pour moi, pour vous sachiez un petit peu qui je suis. Et ce que je vous propose maintenant qu'on s'est présenté, je vois d'autres personnes, manager depuis près de 20 ans, coach scolaire, en reconversion professionnelle, souhaite devenir coach professionnel, super. Très bien, bienvenue. Alors ce que je vous propose maintenant, c'est de passer en mode coaching pour démarrer cette webconférence. Et alors, quand on passe en mode coaching, on change de tonalité. On n'est plus dans l'action, on est dans une réunion, on explique qui on est, on gère le temps, etc. Mais on va plutôt s'installer dans un mode de conversation qui va avoir pour objectif d'apaiser son client et de pouvoir lui laisser l'espace libre pour mener sa réflexion sur un sujet donné. C'est dans ce cadre-là que j'utilise du coup une tonalité un petit peu différente pour vous demander de réfléchir avec quoi vous voulez repartir de cette heure passée ensemble sur l'initiation aux techniques du coaching professionnel. Qu'est-ce que vous voulez avoir entre les mains à la fin de cette heure ensemble? Et puis aussi, ce que vous voulez obtenir à la fin de cette heure, pourquoi c'est important pour vous de l'obtenir? Et enfin, je vous invite aussi à vous poser la question de comment vous saurez que vous l'aurez obtenu quand ce sera 17h et que cette réunion sera terminée. Quels sont les indicateurs qui vous permettront de vérifier que vous avez obtenu ce que vous êtes venu chercher? Donc voilà un exemple de questions de coaching que l'on peut poser au démarrage d'une séance de coaching. Donc ce sont des questions qui ne sont pas très habituelles. Avec quoi vous voulez repartir à la limite? Bon, ok, on peut avoir l'habitude de la poser. Par contre, pourquoi c'est important pour vous? C'est une question qui n'est pas habituelle et qui souvent va surprendre le client. Et c'est une question qui est importante parce qu'on vient chercher la motivation profonde de la personne. Par exemple, avec quoi vous voulez repartir? Moi, j'ai envie de découvrir ce qu'est le métier de coach professionnel. Donc, on reste dans une sorte de superficialité du besoin. Et puis, quand on dit, mais pourquoi c'est important pour vous de découvrir le métier de coach professionnel? C'est important pour moi parce que j'ai peut-être envie de me reconvertir. Et souvent, il y a un blanc. Le client réfléchit et se dit, oui, en fait, ce qui est vraiment important pour moi, au-delà de me reconvertir, c'est ça. Et c'est ça qu'on va travailler en coaching et c'est à partir de ça qu'on va partir parce que c'est quelque chose de profond, c'est quelque chose qui est lié à nos valeurs, qui est lié à nos motivations profondes. Et puis la question, comment vous saurez que vous l'avez obtenu, c'est une question d'indicateur de mesure parce que dans le coaching, finalement, ça peut être très artistique comme ça peut être très concret. On va définir un objectif, vivre une expérience de coaching
et ensuite inviter son client à passer à l'action et puis à évaluer aussi la séance et l'atteinte de son objectif. Donc, on reste aussi quand même en mode, on est actif dans la séance et on vérifie la progression du client. Alors, qu'est-ce que c'est le coaching professionnel ? La définition du coaching professionnel, selon la Fédération internationale de coaching, c'est un partenariat avec les clients dans un processus créatif et stimulant qui les incite à maximiser leur potentiel personnel et professionnel. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce que je vous expliquais tout à l'heure pour casser les mythes de tout le monde est coach parce que c'est à la mode ou le coach sait tout et a la solution. Le coaching, c'est avant tout un partenariat. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le coach est là pour aider son client dans l'atteinte de son objectif, mais ne va en aucun cas faire le travail à sa place, ce qui n'est pas possible. Le coach ne peut pas faire un bon travail si le client n'est pas engagé dans la relation. Donc, ça arrive souvent en entreprise qu'il y a un manager qui dise moi, voilà, mon DRH m'a payé un coaching. En fait, c'est pas moi qui suis demandeur, c'est mon DRH qui veut que je le fasse. Et du coup, on est avec un client qui n'est pas super engagé, qui n'est pas demandeur, il se sent un petit peu obligé. Et du coup, c'est pas évident. Donc, le partenariat de coaching, pour que ce soit magique et pour que ça fonctionne, il faut que le client soit demandeur, il faut qu'il soit investi, il faut qu'il soit engagé dans la relation de coaching et qu'il ait envie d'atteindre et de dépasser ses objectifs. Et c'est dans ce cas-là où le coaching devient magique et permet vraiment de maximiser son potentiel et d'aller au-delà des objectifs qu'on s'est fixés en début de coaching. Alors, il y a quelques questions. Oui, il y aura un replay de la conférence que je vous enverrai d'ici demain. Alors, le coaching, c'est différent d'autres types de métiers avec lesquels on peut le confondre. Le coaching, ce n'est pas du mentoring. Le mentoring, c'est quand quelqu'un va être plus expérimenté que vous et va pouvoir vous aider, vous accompagner à tout simplement, à travers ses conseils et son expérience, va pouvoir vous aider à mettre en place un projet, à développer des compétences, etc. Donc, un mentor, c'est quelqu'un qui va partager son expérience. Le coach, lui, ne partage pas son expérience. Le coach, il va simplement, son métier, c'est de poser des questions ouvertes pour aider son client, le guider vers l'atteinte de ses objectifs. Donc, favoriser la prise de conscience, inciter à la mise en action pour atteindre ses objectifs. Mais le mentor, lui, partage son expérience. Donc, dans ce sens-là, le coaching n'est pas du mentorat parce qu'on ne va pas partager son expérience de coach, en tout cas pas dans une séance de coaching pure au sens de l'ICF. Le coaching, ce n'est pas non plus de la formation. C'est-à-dire que quand on a un client en coaching, on ne va pas lui délivrer une méthode, on ne va pas lui donner une méthodologie à appliquer ou des outils, des exercices à faire, mais on est réellement dans un partage, dans un échange, dans une conversation de coaching. Donc, il n'y a pas cette relation descendante du formateur qui va expliquer, initier une méthode. Alors, on n'est pas non plus dans du consulting. Le consulting, c'est du conseil. Or, un coach ne conseille pas son client et ne fait pas de suggestions. Le coach ne pose que des questions ouvertes à son client. Donc, on ne fait pas de conseil. Donc, on est expert en rien, finalement. Rien d'autre qu'à poser des questions quand on est coach. Donc, on ne donne pas de conseil à son client. Ça, c'est le métier du consulting où on a un client qui arrive avec un besoin. Le consultant va venir analyser... faire un diagnostic de la situation, analyser le contexte et proposer, faire des préconisations à son client que son client va devoir mettre en œuvre. Donc là, on n'est pas du tout dans le coaching, on est dans le conseil. Une autre différence avec un autre métier, c'est une relation d'amitié. Pourquoi? C'est là la relation d'amitié parce que le coaching, ça peut être quelque chose de très intime. C'est-à-dire que vos clients en coaching, peut-être que la première, deuxième séance, ça va rester un peu superficiel, mais on va vite toucher les valeurs profondes, on va vite toucher des choses qui sont très, très intimes pour les personnes. Et donc, il peut y avoir ce sentiment d'être comme avec son meilleur ami, avec qui on peut tout dire sans jugement et à qui on peut se confier. Sauf que le meilleur ami, lui, il va peut-être pas poser les questions qui nous dérangent. Le meilleur ami, lui, il va peut-être pas nous faire réfléchir profondément à des choses sans donner son avis, sans donner des suggestions. Vous savez, le meilleur ami, il vous dit souvent « Ah, bah, si j'étais à ta place, moi, je ferais ça. Moi, je pense que ça, c'est ce que tu devrais faire. »
Et donc, le coach, non, il ne va jamais vous dire c'est ça que vous devriez faire ou si j'étais à ta place, je ferais ça. Ça, c'est vos meilleurs amis qui le font. Le coach, lui, ne vous donne pas de conseils pour ça. Ensuite, ce n'est pas non plus un thérapeute. Un coach, c'est quelqu'un qui ne va pas travailler sur le passé comme en thérapie. En thérapie, on va travailler sur les faits du passé pour essayer de les comprendre, de les expliquer pour mieux appréhender le présent. Donc, dans la thérapie, on se situe dans le passé pour mieux vivre le présent. Or, dans le coaching, on est à l'inverse. C'est un peu la suite de la thérapie. Le coaching, c'est plutôt qu'on part du présent avec le passé et puis on va vers le futur, on construit un avenir, on va vers son objectif. Donc, dans la thérapie, on est dans l'analyse, dans l'explication, la compréhension, alors que dans le coaching, on est plutôt dans la définition d'objectifs pour le futur, l'atteinte des objectifs, la mise en action, la motivation. Et donc, en fait, le coaching et la thérapie, ça peut être tout à fait complémentaire, tout dépend là où on est la personne dans la thérapie. Mais il y a beaucoup de thérapeutes qui se forment au coaching justement pour aider leurs clients à passer à l'action à un certain moment de la thérapie quand c'est le bon moment pour eux. Donc, c'est vraiment complémentaire. Donc, on est orienté futur et orienté action. Et puis, ce n'est pas non plus du management, le coaching. C'est-à-dire qu'un coaching de manager, le coach de manager ne va pas expliquer au manager comment on fait du management. Hein, donc, ce n'est pas, un métier où on va être dans le... j'allais dire dans le coaching, mais dans le sens américain, où vous avez un coach à côté qui vous dit comment faire. Vous savez, c'est les coachs sportifs, les coachs mentaux, quoi. Voilà. Donc, on n'est pas dans le management non plus. Alors, qu'est-ce que c'est le processus de coaching? Le processus de coaching, c'est d'abord de créer le rapport avec son client. Pourquoi on crée le rapport avec son client? En fait, on va créer le rapport avec son client pour pouvoir installer un espace sécurisé de liberté pour son client, pour pouvoir lui permettre d'explorer en profondeur sa problématique. Alors, j'ai une question de Fatia. Quelle différence entre le mentoring et le consulting? La différence, c'est que dans le consulting, c'est quelqu'un qui va analyser la situation d'un client, faire un diagnostic, une étude personnalisée et qui va délivrer des préconisations à appliquer dans l'entreprise. Le mentor, c'est plutôt quelqu'un qui a une expérience dans votre domaine et qui va partager son expérience. Par exemple, moi, je suis mentor coach ICF. Et donc, j'accompagne des coachs en formation et des jeunes coachs à développer leurs compétences parce que je suis passée par là et parce que j'ai plus d'expérience, parce que je suis la bonne personne pour leur permettre d'améliorer leur pratique. Donc, il y a une question d'être dans la même expertise, en fait. Donc, c'est plus un accompagnement, le mentoring, que le consulting. Donc, pour revenir au processus de coaching, la première chose, c'est de créer le rapport. Et ça, vous pouvez l'utiliser aussi dans vos réunions, vous pouvez l'utiliser dans vos relations avec vos clients. Si vous arrivez à un rendez-vous et je ne sais pas que votre client, il est stressé parce qu'il n'a pas pu se garer, il est un petit peu en retard et puis ensuite, vous ne lui avez pas donné la bonne adresse parce qu'il y a eu un petit loupé de SMS, etc. Votre client, il peut être un petit peu énervé et dans ce cas-là, quand la conversation démarre comme ça, avec un espèce d'énervement qui n'est pas de votre fait et qui est là, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on commence vraiment la réunion comme ça, avec cet énervement qui est là et qui risque de perturber un petit peu le bon déroulement de la réunion? On peut faire autrement, on peut se dire, OK, on se prend un temps, peut-être juste 2 minutes, et on se dit alors, comment s'est passé ton super séminaire de la semaine dernière? Alors, c'était comment? Il y avait du monde? Ça t'a rapporté des clients, t'as fait du chiffre, c'était chouette. Ouais, on se parle de quelque chose qui est positif, de quelque chose qui va nous faire switcher d'état d'esprit. C'est-à-dire que votre client, il peut arriver en disant j'ai pas réussi à me garer, je suis en retard, il y a eu un problème de SMS, etc. Je vais démarrer la réunion comme ça, je suis bougon, quoi. Et puis en face, vous arrivez en disant waouh, alors c'était comment ton séminaire? Ah, mon séminaire, ah ouais, c'était top, j'avais plein de monde, c'était génial. En plus, on a fait beaucoup de chiffres. Du coup, votre client, il switch tout de suite dans un état d'esprit qui est positif.
Et ça va être bénéfique pour la suite de votre conversation, pour la suite de votre réunion, pour la suite de votre rendez-vous, de faire switcher la personne dans un état d'esprit qui est positif et qui est plus calme. On peut faire aussi dans la création du rapport, on peut tout à fait faire des techniques de respiration quand c'est en coaching. Souvent, quand il y a un client un peu stressé, un peu speed, on l'invite à se poser calmement, à s'installer confortablement dans son fauteuil et à prendre une profonde inspiration. Simplement laisser le temps au temps durant la séance. Alors, dans la création du rapport, on peut aussi changer de tonalité pour permettre d'apaiser le client. La voix joue beaucoup aussi dans une relation de coaching. La tonalité de la voix va beaucoup jouer en faveur de ce dont a besoin le client à ce moment-là. Donc, quand il a besoin de calme, on peut utiliser une voix de magicien pour instaurer du calme, de la concentration. Et au contraire, quand on est dans le plan d'action, on va être plutôt en mode guerrier. Alors, les actions que tu as décidées, comment tu vas les mettre en place? Et quand est-ce que tu vas le faire? Et avec qui? Et là, on va changer de tonalité pour être dans l'action, pour être vraiment actif avec son client, pour apporter de la motivation et de l'engagement. Donc d'abord, la création du rapport, voilà, c'est quelque chose qui est réellement important pour démarrer une conversation. Ensuite, une séance de coaching, ça commence aussi par la définition d'un objectif qui est SMART, spécifique, mesurable, réaliste, temporel, atteignable et écologique. J'ai rajouté le E. Je vais vous expliquer juste après ce que c'est. Pourquoi c'est important de définir un objectif et pourquoi on y passe du temps? Parce que notre cerveau, malgré tout, est discipliné. Discipliné plus que bête, et a besoin d'une information claire et concrète pour se mettre en action. Posez-vous la question quand vous procrastinez de est-ce que votre objectif est suffisamment clair et suffisamment smart? Et vous verrez que souvent, quand vous définissez un objectif de façon smart, la procrastination disparaît parce que votre cerveau, il a compris précisément la commande que vous lui avez envoyée. Donc, on définit un objectif qui est smart pour la séance. Je vous expliquerai ensuite pourquoi en prenant un exemple, comment on fait en prenant un exemple concret. Ensuite, la séance de coaching, elle porte sur du questionnement puissant et des outils de coaching. Le questionnement puissant, c'est quoi? C'est des questions ouvertes. Pourquoi c'est important pour vous? Avec quoi vous avez envie de repartir? Qu'est-ce que ça va changer pour vous? Qui est-ce que vous allez devenir si vous faites ça? Qui est-ce que ça va impacter autour de vous? Quel lien vous faites entre ce que vous m'avez dit A et ce que vous avez dit tout à l'heure B? Des petites questions comme ça qui ne sont pas habituelles, sont des questions ouvertes, on ne peut pas répondre par oui ou par non, il y a besoin de mener une réflexion et qui permettent de favoriser des prises de conscience. Ensuite, la séance se termine par un plan d'action et un engagement. Dans vos réunions aussi, vous pouvez utiliser cette structure en disant, voilà, quel est l'objectif SMART de la réunion aujourd'hui? Aujourd'hui, on va travailler sur le prochain séminaire de cohésion d'équipe qui a lieu au mois de décembre. C'est mesurable. Comment on va mesurer qu'on arrive à planifier, on va définir des indicateurs de mesure pour voir comment on planifie ce projet. Est-ce que c'est atteignable? Est-ce que d'ici au mois de décembre, on est capable de planifier ce séminaire? Est-ce que c'est réaliste dans la période actuelle d'organiser un séminaire au ski, sachant que peut-être que les remontées mécaniques seront fermées, par exemple? Est-ce que c'est temporel, c'est timé? Voilà, alors on a le séminaire de décembre, mais on va aussi timer les différentes étapes de notre projet. Puis, est-ce que c'est écologique dans le sens où quel impact ça va avoir sur les gens autour de nous? Quel impact ça va avoir sur la société, sur l'environnement? Voilà, la question écologique de notre démarche. Pourquoi c'est important l'écologie? Un jour, j'ai un client qui, peut-être qu'il est dans ce webinaire, je ne sais pas, qui me dit, moi j'ai envie de faire une formation de pilote en Argentine parce que je veux piloter des avions privés. Et voilà, quand je suis allée en Argentine, j'ai tellement aimé que j'ai envie d'y retourner. Et donc, quand je lui ai posé la question de l'écologie de son objectif, c'est qui est-ce que ça va impacter autour de toi? Il a pris conscience qu'il n'en avait pas parlé à sa conjointe. Bon, il vivait quand même en France. Donc, c'est important, cette écologie, de se dire, mon objectif, si je l'atteins, quel impact ça va avoir sur les autres autour de moi? C'est la question systémique. Et donc, dans vos réunions, vous pouvez poser aussi la question de l'écologie.
Amusez-vous à poser des questions ouvertes pour voir la différence. Par exemple, avec un collaborateur, tiens, est-ce que tu as fait tel ou tel travail? Plutôt que de dire ça, question fermée, en question ouverte, tiens, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui pour tel client? Simplement, vous verrez que les réponses sont différentes et c'est souvent beaucoup plus constructif de poser des questions ouvertes. Donc, on termine par un plan d'action et un engagement. Je vous invite aussi à faire ça dans vos réunions, c'est-à-dire, OK, voilà l'objectif qu'on s'était fixé au départ, voilà les réflexions qu'on a eues, le travail qu'on a effectué pendant cette réunion, qu'est-ce qu'on peut mettre en place maintenant avant de partir de cette réunion, quelles sont les actions qu'on met en place concrètement, qui fait quoi, quand, comment, etc. Et puis, bien sûr, encourager son client. À la fin d'une séance de coaching, on encourage toujours son client dans ses actions, dans sa démarche et pour les progrès qu'il a réalisés pendant la séance. Donc ça représente un processus de coaching, c'est-à-dire comment se déroulent les différentes étapes d'une séance de coaching. Donc, pour identifier des objectifs clairs et précis, je vais peut-être passer un peu vite là-dessus parce que je pense que la plupart d'entre vous connaissez. On va définir un objectif SMART. Donc, SMART, c'est spécifique. Par exemple, Edwige, je viens te voir parce que moi, je suis un manager qui vient de prendre mon poste. J'ai l'impression que je n'ai pas de leadership, je n'ai pas de confiance en moi. Alors, OK, on va travailler sur la confiance en soi. C'est ton objectif, c'est d'avoir plus confiance en toi. OK, en quoi est-ce qu'il est spécifique? C'est-à-dire, tu veux avoir plus confiance en toi dans quel contexte particulier? C'est surtout dans mes réunions d'équipe que j'ai besoin de sentir que j'ai du leadership, que je suis quelqu'un de respecté et qui peut vraiment insuffler cette cohésion d'équipe. OK, donc c'est spécifique dans les réunions d'équipe avec ton équipe. Qu'est-ce qui est mesurable? Comment tu sauras que tu as plus de leadership? Quels sont les indicateurs qui vont te permettre d'identifier que tu as plus de leadership? Est-ce que ton objectif, il est atteignable? Atteignable et réaliste? Est-ce que c'est possible pour toi, d'avoir plus de leadership? Quelles compétences tu peux développer pour avoir plus de leadership? Temporel, c'est quoi? C'est timer dans le temps, c'est-à-dire d'ici combien de temps tu veux développer ton leadership? Est-ce que tu veux avoir plus de leadership pour ta réunion de demain ou est-ce que tu veux avoir plus de leadership d'ici 3 mois pour pouvoir asseoir ta légitimité en tant que nouveau manager? Et puis, est-ce que c'est écologique? Quand tu auras plus de leadership et que tu sauras instaurer une belle cohésion d'équipe, quel impact ça va avoir sur ton entourage? C'est ça la question écologique ici. Alors bien sûr, dans une séance de coaching, on n'est pas aussi autant dans le processus, mais c'est plutôt des questions de type « Qu'est-ce que vous voulez? Pourquoi est-ce que vous voulez cela? Qu'est-ce que vous voulez? J'ai envie d'avoir plus confiance en moi. Pourquoi vous voulez avoir plus confiance en vous? Parce que quand j'aurai plus confiance en moi, je pense que j'aurai plus de leadership. Pourquoi c'est important pour vous d'avoir plus de leadership? Quand j'aurai plus de leadership, je pense que je serai un manager reconnu et respecté par mon équipe. Et je pense que du coup, il y aurait une meilleure cohésion entre nous. Comment vous pourriez vous empêcher d'avoir du leadership? Je pourrais ne pas travailler pendant les séances de coaching et puis je pourrais être fermée aussi à de nouvelles perspectives, pas envie de me mettre à la place de l'autre, voilà. Donc là, on identifie les freins de la personne. Que faut-il faire pour l'obtenir? Je pense qu'il faut que je développe mes compétences, peut-être dans la prise de parole, peut-être dans la posture, peut-être dans l'écoute. Est-ce que votre objectif dépend uniquement de vous? Oui, pour le coup, avoir plus de confiance, plus de leadership, oui. Un jour, j'ai une personne qui est venue me voir, son objectif était clairement formulé comme ça: je veux que ma sœur change, sinon je ne vais pas pouvoir faire Noël avec elle. Qu'est-ce qui dépend de vous? Moi, j'ai rien à faire. Par contre, je viens vous voir pour que vous puissiez changer ma sœur. Je lui ai dit, je ne suis pas magicienne. Je ne peux pas changer les gens. Je peux simplement aider mes clients à changer eux-mêmes. Et donc, on a passé la séance à lui faire prendre conscience que si elle ne peut pas changer sa sœur, il faut que ce soit elle qui change quelque chose dans son comportement pour voir le changement que ça peut opérer dans le comportement de sa sœur. Donc, il y a des questions sur le chat. Quel est le plus de la formation ericksonienne par rapport à d'autres formations de coaching? Alors, ce que vous avez dans toutes les formations de coaching qui sont accréditées par la Fédération internationale de coaching, c'est les techniques, les fondamentaux du coaching professionnel. C'est-à-dire comment on construit une séance de coaching, comment on construit un accompagnement de coaching, quelle est la posture de coach, comment on formule des questions ouvertes,
comment on ne donne pas de suggestions, de conseils, comment on ne porte pas de jugement, etc. Maintenant, après, chaque formation a sa spécificité. Il y a des formations qui vont être plus orientées entreprise, des formations qui vont être plus orientées coaching de vie, des formations qui vont être plus généralistes ou plus spécifiques. Et en coaching ericksonien, c'est une formation qui est généraliste, qui vous forme au métier de coach professionnel et qui apporte en plus des techniques de coaching professionnel, des techniques de PNL et de visualisation positive qu'on utilise notamment en sophrologie, en méditation, en hypnose ericksonienne. Donc, ce n'est pas de l'hypnose, bien entendu, mais ce sont les techniques de visualisation positive qui vont permettre au client de se projeter dans un futur dans lequel il réussit l'atteinte de ses objectifs. Pour vous donner une idée de ce que ça représente, la différence entre un coaching classique et un coaching ericksonien, dans un coaching classique, on va dire à son client, pourquoi est-ce que vous voulez avoir plus confiance en vous, pour avoir plus de leadership? Qu'est-ce que ça va vous apporter d'avoir plus de leadership? Je me sentirai plus en cohésion et ça va être un enchaînement de questions comme ça. En coaching ericksonien, on va, après cette série de questions, dire, imagine un instant que ça y est, on est 3 mois plus tard, on a fini le coaching et tu as tout le leadership que tu voulais développer. Et ça y est, ton équipe est dans une belle cohésion, vous fonctionnez bien, tu es un manager respecté, tu as cette posture que tu voulais acquérir. Comment tu te sens maintenant? Et le client, bien souvent, va fermer les yeux et va se projeter et va vivre cette expérience en visualisation, en se voyant étant un manager avec du leadership, une belle équipe soudée, qui fonctionne ensemble, qui communique bien dans la fluidité. Et c'est comme ça qu'il va pouvoir, du coup, ressentir ce que ça fait de pouvoir développer son leadership. Et c'est ça qui fait, dans le coaching ericksonien, pour moi, c'est ça qui vient vraiment renforcer la motivation intrinsèque du client, qui vient favoriser la prise de conscience et qui vient vraiment permettre au client de passer à l'action beaucoup plus facilement, parce qu'une expérience vécue en visualisation est similaire à une expérience qui est réellement vécue pour le cerveau. C'est-à-dire que le cerveau ne fait pas bien la différence entre ce que vous imaginez et ce que vous vivez réellement. C'est pour ça que parfois on se réveille d'un cauchemar en se demandant si c'était réel. Puis on ouvre les yeux, on se rend compte qu'on est dans sa chambre et pas au milieu de l'océan avec des vagues de 2 mètres. Donc voilà, on a besoin le cerveau a besoin de vivre des expériences pour ancrer les apprentissages. Alors, le consulting est-il d'un niveau supérieur par rapport au coaching? Il n'y a pas de niveau hiérarchique entre le coaching et le consulting. C'est vraiment 2 choses qui sont différentes. Dans le consulting, vous avez une expérience à délivrer. Dans le coaching, moins vous en savez sur le contexte du client, meilleur coach vous serez. Ma meilleure séance de coaching, ça a été avec un entrepreneur qui n'avait pas encore déposé le brevet de son projet, qui m'en a absolument pas parlé. Je l'ai coaché toute la séance sur un projet dont je n'avais absolument aucune idée. Ça a été extrêmement efficace pour lui. Donc, il n'y a pas de niveau de hiérarchie entre consulting et coaching. C'est complémentaire. D'ailleurs, il y a beaucoup de coachs qui sont aussi consultants. Fatia qui dit, c'est quoi pour toi avoir du leadership? Voilà, c'est une question de coaching aussi. Définis-toi un objectif SMART par séance ou sur la durée totale du coaching? C'est une très bonne question, Lannick. L'objectif SMART, il est effectivement défini. Alors, au début d'un accompagnement coaching, on définit l'objectif du coaching. D'ici 6 mois, qu'est-ce que tu voudrais atteindre? Et là, on définit l'objectif SMART avec peut-être des objectifs intermédiaires que le client va pouvoir atteindre. Et ensuite, dans chacune des séances, le client va venir avec son sujet en rapport avec son objectif de coaching global. Et on va redéfinir un objectif SMART pour la séance. Donc, il y a un objectif SMART global à atteindre avec l'accompagnement coaching de plusieurs mois. Et dans chaque séance, un objectif SMART pour la séance. Donc, des indicateurs de progrès sont des indicateurs de mesure concrets, des indicateurs de progression. Souvent, les clients n'ont pas conscience qu'ils progressent. Donc, c'est par exemple, la question de l'échelle, vous pouvez l'utiliser aussi dans vos réunions, dans vos rendez-vous avec vos clients.
Alors, Fatia qui dit ça revient à poser les mêmes questions à chaque séance. En fait, oui, la première question, les 3 premières questions sont souvent les mêmes, c'est-à-dire qu'est-ce que tu veux, pourquoi c'est important pour toi, qu'est-ce que ça va changer pour toi. OK? Une façon de démarrer. Et ensuite, on va creuser le contrat de coaching, donc l'objectif de la séance. Et là, en fait, un bon coach ne peut pas connaître la prochaine question qu'il va poser parce que ça va être nécessairement en lien avec ce que va dire son client. Et comme on ne peut pas anticiper ce que va dire son client, du coup, on va rebondir sur ce que va dire son client en fonction de son besoin. Donc, peut-être que les 3 premières questions d'une séance sont les mêmes, mais voilà, les 59 autres minutes de la séance vont être complètement différentes à chaque fois. Donc, des indicateurs de progrès, qu'est-ce que c'est? Les indicateurs de progrès, c'est par exemple la question de l'échelle. Toi, manager, tu me dis vouloir prendre confiance en toi pour avoir plus de leadership. Aujourd'hui, là, au début de notre séance, sur une échelle de 1 à 10, l'échelle du leadership, à combien tu te situes? Moi, je me sens à 5 parce qu'il y a des fois, j'ai un peu plus confiance, je suis à 6-7, et puis il y a des fois où je me sens nulle, je suis plutôt à 2-3, quoi. Donc, je dirais qu'en moyenne, je suis à 5 sur 10 sur cette échelle. Ça représente quoi pour toi, le 5? Ça représente un espèce de déséquilibre. Et comment tu le ressens, ce déséquilibre? C'est dans mon corps, je me sens pas sûre de moi, comme si j'étais un peu comme une guimauve en réunion. Ok. Et à combien tu voudrais être sur cette échelle à la fin de la séance? À la fin de la séance, j'aimerais bien être à 8 ou 9. Ouais, entre 8 et 9 sur 10 de leadership, ce serait vraiment un bon résultat pour moi. Comment tu sauras que tu seras 8, 9 sur 10 à la fin de la séance? Je le sentirai là et je le sentirai là. Et puis aussi, je pense que mon mindset serait différent. Je pense même que si je sens que j'ai plus de leadership, que mes épaules vont se redresser et ma tête aussi, ce sera physique. Et puis, je sais pas, j'aurais l'impression d'être plus musclé, plus fort, quoi. C'est drôle, hein, je le sentirais dans mon corps. Donc, c'est ça les indicateurs de mesure. Après, ça peut être très terre à terre, hein. Il y a des clients, ça va être, moi, mes indicateurs, c'est que j'aurai un plan précis, j'aurai une liste, j'aurai une méthodologie, voilà. Bon, ça dépend des clients. Et puis, il y en a d'autres, c'est uniquement dans le ressenti. Je me sentirais libre, je me sentirais serein, je me sentirais léger. Voilà. L'important, c'est d'identifier des indicateurs. Comment tu sauras que tu te sens plus sereine? Je le saurais parce que j'aurais plus toutes ces questions dans la tête, par exemple. Donc, identifier des indicateurs. Qu'est-ce que ça veut dire pour votre client? Comment il saura que cet indicateur, comment il saura que son progrès, qu'il a progressé pendant la séance, qu'il a atteint son objectif? Donc, quels sont les éléments concrets qui vont lui permettre de voir, de constater sa progression? Donc, ça permet de prendre conscience des progrès réalisés parce que bien souvent, quand on progresse, on n'a pas conscience de à quel point on progresse. Donc, ça, c'est important d'y revenir. Donc, comment on communique de façon orientée solution? Alors, je vois qu'il y a d'autres questions. Alors, hop. Les questions incontournables absolument à poser à chaque séance. Il n'y a pas de questions incontournables, Fatia. C'est vraiment des questions, ça s'apprend en formation de coaching, c'est des questions ouvertes. Les questions incontournables et indispensables, c'est uniquement les questions que vous devez poser, c'est uniquement des questions ouvertes et formulées de façon positive. Donc, chaque séance, vous définissez des indicateurs de mesure au début et en fin de séance en lien avec l'objectif. Oui et non, enfin oui, subtilement ou pas, c'est-à-dire c'est en fonction du client. Parfois, l'indicateur de mesure, il est évident, il n'y a pas besoin de poser la question. Et puis, parfois, il y a besoin de creuser l'indicateur de mesure si on voit que le client a besoin d'être rassuré par cet indicateur. Comment on communique de façon orientée solution? Déjà, on se dit que le changement, il est inévitable. Le changement, c'est la vie, c'est naturel. Là, aujourd'hui, en ce moment même, vous êtes en train de changer quelque chose dans votre vie parce que vous participez à cette webconférence, non pas parce que c'est moi qui l'anime, on s'en fiche, mais simplement parce que vous êtes en train d'acquérir des nouvelles compétences, des nouvelles connaissances. Et ça va changer quelque chose dans votre quotidien. Donc, le changement, il est inévitable. C'est la vie. Le client qui vient vous voir, il a une résistance au changement. Il n'arrive pas à changer tout seul ce qu'il aimerait changer dans sa vie. Donc, c'est pour ça qu'il vient vous voir, parce qu'il a besoin d'aide.
Donc, ça part d'une insatisfaction. J'y arrive pas tout seul. Mais l'insatisfaction toute seule, elle suffit pas à changer. Donc, ce qui est important, c'est que le coach puisse aider son client dans son insatisfaction à définir son objectif. Son objectif, c'est sa vision. Voilà, moi, je vais être un manager avec du leadership pour avoir une équipe soudée. Et donc, on va aider son client à développer sa vision d'un futur positif dans lequel il a atteint son objectif. Et puis, ça ne suffit pas encore d'avoir cette insatisfaction et puis cette vision. Ce dont on a besoin, c'est de terminer la séance avec un plan d'action pour pouvoir mettre en action son client, pour pouvoir l'inviter à faire les premiers pas vers le changement. Même des petits pas sont des actions. Quel peut être le premier pas que tu vas faire pour commencer à développer ton leadership ? Bah déjà, je pense que le premier truc, ça a l'air tout bête, mais je vais juste redresser mes épaules. Première chose, je vais tester ça demain matin en réunion à 9h. Je vais prendre conscience de la posture de mes épaules, je vais les redresser et je vais voir ce que ça fait en moi. Ok. Et comment tu vas faire ça ? Bah, je vais m'entraîner déjà pour pas avoir l'air bête devant mon équipe et puis je vais essayer de le faire naturellement. Ok. Et puis ensuite, quel va être le deuxième petit pas pour développer ton leadership ? Et bien, une fois que j'aurai fait ça, je vais travailler sur la tonalité de ma voix. Je vais essayer de parler plus fort et d'avoir la voix qui porte un peu plus, d'être plus posée, qu'on sente moins le stress dans ma voix, que peut-être d'avoir plus confiance dans ma voix. Et quel va être l'autre petit pas ? L'idée du coaching, c'est vraiment d'accompagner son client petit pas par petit pas pour atteindre son objectif. Quand vous avez une montagne à gravir, vous ne le faites pas à pas. Vous ne faites pas un saut, même avec un trampoline, c'est compliqué, donc vous y allez pas à pas. Et donc, si on vous dit, non, c'est pas le bon exemple que j'ai pris, mais si on vous dit, allez, on va, je sais pas, on va monter les marches. Je trouve pas d'exemple, hein, je suis désolée, mais moi, je veux devenir coach. Voilà, je suis RH et je veux devenir coach. Mais devenir coach, pour moi, c'est une montagne. C'est impossible, quoi. C'est trop gros. Enfin, je veux dire, il faut que je démissionne, il faut que je me forme, il faut que je trouve l'argent pour ça, il faut que je développe ma boîte. Je ne sais pas comment faire. Il y a énormément de choses. Trouver des clients, comment on fait. Donc, c'est une énorme montagne. Le coach, lui, il va être le randonneur qui va amener son client sur le petit chemin de randonnée qui permet d'aller pas à pas tout en haut de la montagne. Alors, qu'est-ce que tu peux faire déjà pour commencer ? Me renseigner sur le métier de coach. Je vais m'inscrire à la conférence d'Edwige. Je vais apprendre ce que c'est que le métier de coach. Et puis, ensuite, qu'est-ce que tu vas faire ? Ensuite, je vais me renseigner sur les écoles de coaching. Je vais comparer. Et puis ensuite, je vais voir au niveau du budget comment je peux m'organiser. Et puis après, je vais me former. Et puis après. Et donc, c'est petit pas par petit pas qu'on va accompagner son client. Et c'est quand il y a une insatisfaction avec un objectif bien défini, la vision de son objectif atteint et les premiers pas pour mettre en action son client, qu'on arrive à briser la résistance au changement, qu'on arrive à permettre à son client de changer ce qu'il a besoin de changer dans sa vie et donc d'aller atteindre ses objectifs. Bien souvent, on se fixe des objectifs qui ne sont pas réalistes ou qui ne sont pas atteignables, qui sont trop grands. Fixez-vous des petits objectifs pour pouvoir les atteindre plus facilement et avoir plus de satisfaction, vous voir et vous sentir progresser aussi. On dit en général que si quelque chose ne fonctionne pas dans une relation, on ne le répare pas, on ne le reproduit pas, on le fait différemment. Voilà. Moi, mon équipe, j'essayais d'être le manager dans la coopération, etc. Ils m'ont pris pour un naze, donc ça n'a pas marché. Ensuite, j'ai essayé d'être le manager à la militaire. C'est comme ça, c'est pas autrement. Allez, faites ça, faites ça, faites ça. Ça n'a pas marché, ils se sont braqués contre moi. Je ne vais pas continuer. Donc, je vais faire différemment. Je vais voir un coach pour trouver d'autres façons de faire. Une fois que vous avez identifié ce qui fonctionne bien, on le fait davantage. Et en coaching, c'est ça. On va identifier ce qui ne fonctionne pas, on va identifier ce qui fonctionne bien. Et donc, le client va prendre conscience de que ça ne fonctionne pas, je jette. Je garde à l'esprit quand même que ça ne fonctionnait pas, mais je ne l'utilise plus. Et par contre, j'identifie ce qui pourrait fonctionner, ce que je vais pouvoir tester de différent, de mieux, de nouveau. Alors, une question de Marion. Est-ce que le coach prend des notes ou fait un enregistrement pour donner une synthèse de l'entretien à son client en fin de chaque séance ? Alors, les courants diffèrent en fonction des écoles. En coaching ericksonien, oui, on prend des notes.
On prend des notes sur une feuille ou quand on le fait à distance, on prend des notes sur un écran blanc. Les notes, c'est pas écrire des phrases en entier, c'est écrire les mots importants pour le client, les mots de valeur, les mots qui font sens pour le client. Et puis, on dessine aussi. Avec différents outils de coaching, on dessine. Alors, ça peut être souvent des roues, des cadrans, un chemin, des choses comme ça, avec des notes, des mots-clés, justement pour permettre à son client de prendre les notes. Parce que le client est dans la réflexion 100% du temps en coaching. Et s'il doit prendre ses propres notes, du coup, ça vient perturber sa réflexion et ça vient casser son élan. Donc, nous, on apprend en coaching ericksonien à prendre les notes pour son client. On lui donne les notes à la fin de la séance. Certains clients en visio veulent enregistrer leur séance pour pouvoir la réécouter. Alors, c'est relativement rare, mais ça arrive. Donc, dans ce cas-là, bien sûr, on enregistre la séance. Je vous en prie, Marion. Alors, ce qui est important aussi, et ça, vous pouvez l'utiliser au quotidien, essayez même avec votre femme, votre mari, vos enfants, vos parents, vos beaux-parents. Essayez pour voir, et ça fonctionne super bien. Essayez de parler le même langage que vos interlocuteurs. Donc, pour le coup, un rendez-vous commercial avec vos clients, ça fonctionne extrêmement bien. Le backtracking des mots de valeur, c'est-à-dire, c'est pas une reformulation. C'est-à-dire que le manager qui va vous dire « moi, je veux développer mon leadership pour avoir une meilleure cohésion d'équipe », vous n'allez pas lui dire « vous voulez booster votre confiance pour que votre équipe soit plus coopérative ». Parce qu'il ne va pas vous comprendre, il va se dire « il y a un décalage ». Le coach n'utilise pas mes mots, donc peut-être qu'il n'a pas bien compris ce que je veux dire. Donc on va dire « ok, j'ai bien compris, vous voulez développer votre leadership pour créer la cohésion d'équipe ». Donc on utilise précisément les mots que la personne utilise, ça veut dire qu'on se synchronise sur son langage. Pourquoi on synchronise sur son langage? Tout simplement pour faire comprendre inconsciemment qu'on comprend ce qu'il dit et qu'on a compris son besoin, qu'on a compris sa problématique, en gros qu'on est sur la même longueur d'onde, on est connecté. Quand on utilise les mots exacts, parfois même avec la tonalité exacte que le client va utiliser, du coup, le client en face ne se pose pas de question de « est-ce que le coach m'a compris ?» puisque c'est une évidence. Je veux développer mon leadership pour avoir une meilleure cohésion d'équipe. Si le coach reprend ces mots-là, ok, c'est normal puisque c'est ce que je veux. Par contre, si le coach reformule différemment, le client va se dire « bah non, en fait, c'est pas de la collaboration que je veux, c'est vraiment de l'esprit de cohésion. » Donc, il va être perturbé dans sa réflexion et du coup, ça va casser un peu sa réflexion. Donc, c'est vraiment important de faire un backtracking avec, donc un backtracking, reprendre les mots importants du client. Et c'est pour ça, dans la prise de notes en séance de coaching, ce que je note sur mes feuilles de coaching, c'est vraiment les mots qui sont utilisés par le client. Et j'essaie de me souvenir de la tonalité aussi pour pouvoir répéter avec la même tonalité. Et comme ça vient entraîner le client vraiment dans une séance. On n'a qu'une heure aujourd'hui, donc je ne peux pas faire de démonstration de coaching, mais j'aime bien faire une démo pour montrer ce que ça fait aussi de faire du backtracking. Donc, une question, est-ce que dans votre processus, vous questionnez sur les blocages qui pourraient faire que le client n'atteindrait pas son objectif? Bien sûr. On questionne aussi sur les blocages. C'est la question de tout à l'heure, qu'est-ce qui pourrait vous empêcher de le faire? Bon, moi, je procrastine tout le temps, etc. Ok, donc on va travailler sur comment faire pour faire autre chose que procrastiner. Donc oui, il y a des questions sur les blocages, sur les peurs, sur les croyances limitantes, effectivement. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Vous montrez par exemple sur l'écran les schémas que vous faites pendant les séances. Vous donnez aussi parfois des notes à vos coachés. Exactement. Exactement. Quand je prends des notes, déjà, je m'assieds pas en face de mon coaché quand je suis en présentiel, mais plutôt à côté pour qu'il puisse voir ce que j'écris, les notes que je prends, les dessins que je fais. Et quand on est à distanciel, en fait, je partage un écran blanc sur lequel je vais prendre des notes. Anna, comment pourriez-vous vous en empêcher? Cette question se pose dans l'obtention de l'objectif. Je n'ai pas compris votre question, Anna. Je sais que c'est la deuxième fois que vous la posez. Je vous invite à la reformuler parce que Donc, on se synchronise, on fait un backtracking des mots de valeur et puis on peut synchroniser avec le rythme de la voix et la respiration de votre client.
En fait, ce qui est important, ça c'est la création du rapport au début de la séance, au début d'un rendez-vous, si vous voulez utiliser un rendez-vous. Vous avez un client qui arrive et qui est stressé, et il démarre sa réunion comme ça. Alors voilà, alors ce qu'on va travailler aujourd'hui, c'est ça, voilà, c'est important parce que là, on a un objectif à atteindre et il ne faut pas qu'on se loupe cette fois-ci. C'est vraiment important pour notre business, etc. Et si vous, en face, vous êtes complètement stone en mode « Ouais, ok, c'est super. Ouais, on va travailler sur cet objectif. » Il va y avoir un sacré décalage. Donc, c'est important de se synchroniser avec le rythme, la voix, la respiration de votre client. Après, à vous aussi, et ça se travaille dans les formations de coaching, mais quand un client arrive comme ça et dit « Bon, Edwige, j'ai plein de choses à travailler aujourd'hui, j'ai failli annuler la séance parce que tu vois, là, je suis débordée, et puis en plus, je suis stressée, voilà, tu vois ce qui se passe en ce moment dans ma vie perso, et puis alors là, mon manager qui m'a fait ça, et puis je vois... » Et donc, je commence la séance en disant « Ah ouais, je comprends, dis donc, sacrée situation, mais alors qu'est-ce qui s'est bien passé pour toi cette semaine dans tout ça ?»« Ah, bah, ce qui s'est bien passé pour moi dans tout ça, c'est que j'ai fait une super soirée-concert avec mes enfants à la maison, c'était chouette. Ah, c'était chouette, super. Alors, on va rester dans cette énergie qui est super chouette et on va démarrer la séance ensemble. Ok, Edwige. » Et du coup, on amène son client vraiment, on se synchronise sur son rythme, sur la tonalité de sa voix, sur sa respiration. Et petit à petit, dans la création du rapport, on l'amène à se poser, à être sur quelque chose de positif et à être dans la concentration, dans le calme. Donc ça, c'est important aussi. Donc, on peut faire du mimétisme subtil, du non-verbal. Bon, subtil, hein, on ne va pas singer la personne qui est en face, mais bon, si vous avez une personne qui est complètement avachie dans son siège et que vous êtes là, les coudes en avant, il y a aussi un décalage. Donc ça, c'est important aussi de le faire. Bon, c'est des petites choses en plus. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est d'amener le client en face de vous à se détendre pour se concentrer sur l'objectif et sur la conversation. Et ça, c'est réellement important. Alors, Anna nous dit, je voudrais savoir si la question sur les blocages du client se fait dans la recherche de l'objectif de la session, c'est-à-dire dans le début de la session. Ça dépend, ça se fait au moment où ça vient. Si ça vient dans la définition de l'objectif et du contrat de séance, on va les travailler à ce moment-là. Si ça vient plus tard dans la séance, on le travaillera plus tard dans la séance. La question, comment vous pouvez vous empêcher, je ne la pose pas à chaque fois. Je la pose quand je sens que le client a besoin que je lui pose cette question-là. Parfois, il n'y a pas de peur, il y a juste besoin de motivation, etc. Sylvaine, on peut dire que le consulting est une forme de coaching ou inversement, dans les deux cas, c'est un accompagnement par un expert. Le consulting, c'est vraiment du conseil, c'est-à-dire qu'on va délivrer une méthodologie à appliquer. Dans le coaching, on ne délivre rien du tout, on ne fait que poser des questions ouvertes. Donc c'est vraiment très différent, c'est-à-dire que le coach ne va donner aucun conseil et ne va faire aucune suggestion. Alors, Raphaël nous dit, du coup, un client qui débarque en stress, vaut-il mieux se claquer sur le client avec du mimétisme ou bien essayer de les détendre? Se calquer, pardon. Bien sûr, vous n'allez pas vous calquer sur le stress du client. Par contre, si vous avez un client très stressé et que vous êtes complètement stone en face, il va y avoir un trop gros décalage. Donc, il faut commencer la séance avec un rythme un peu plus soutenu en disant « Ah là là, oui, dis donc, je comprends ton stress. Ok, d'accord. Mais alors, je t'invite, si tu veux, à respirer. On prend un petit temps de respiration. T'es d'accord? Ok, allez. Ok, on prend un temps de respiration, puis je t'invite à penser à un moment qui a été sympa pour toi cette semaine. » Et petit à petit, en fait, petit à petit, vous allez modifier votre rythme et votre tonalité pour amener doucement votre client dans un état d'esprit qui va être différent, qui va être plus calme et qui va être plus positif, qui va être plus détendu. Merci pour vos questions. Donc, les questions ouvertes, j'utilise le tu ou le vous avec les clients, ça dépend. En général, les clients canadiens, ils tutoient tout de suite, même s'ils ne me connaissent pas. Bah, ça me va bien. Il y a des clients qui veulent absolument garder le vouvoiement. Moi, je tutoie facilement, rapidement. Donc, je pose la question quand je sens que le client est OK. Et puis, voilà, là, ça dépend des clients. C'est 50-50. Quelles sont les 3 qualités indispensables pour vous pour être un bon coach? Les 3 écueils habituels. Les 3 écueils, c'est donner des conseils, donner son avis et ne pas écouter les silences. Et puis, les 3 qualités, c'est l'écoute, l'empathie et puis la capacité de ne rien dire. La capacité de faire le silence pour laisser place à la réflexion de son client, ça c'est très très important dans le coaching. Merci pour votre question.
Les questions ouvertes, qu'est-ce qu'elles permettent? Alors, on va déborder un petit peu sur la conférence, hein, désolée pour ça, mais je vous invite vraiment à rester parce que c'est trop chouette de parler de, de coaching. Alors, il y a d'autres questions. Pour clarifier encore, différence entre coaching et consulting. Dans une démarche de réflexion sur un projet professionnel d'orientation, celui qui propose une méthodologie et ne donne pas de conseils, d'avis, c'est un coach. Alors, un coach ne propose pas de méthodologie, en fait. Si vous voulez, on prend l'exemple de l'orientation, vite fait, puis après, on termine la conférence. Pour l'orientation professionnelle, un conseiller, il va dire, voilà, on va identifier tes compétences, tes expériences, et puis à partir de ça, moi, je vais te conseiller quels sont les métiers qui sont faits pour toi, quelles sont les voies que tu peux prendre. Un coach va dire, selon toi, quelles sont tes compétences? Et à travers ces compétences, quel type de métier te vient à l'esprit? Dans quoi est-ce que tu te projettes? Et pourquoi est-ce que ça te plaît tel ou tel secteur? Si le jeune est perdu dans l'orientation professionnelle, c'est alors tu te vois plutôt travailler dans un bureau, à l'extérieur, en relation avec les autres ou pas? Comment tu t'imagines? Alors je m'imagine plutôt comme ça. Ah oui, non, l'extérieur, c'est pas du tout fait pour moi. C'est plutôt un ordinateur. C'est plutôt un ordinateur. D'accord. Et alors imagine un instant, un ordinateur. Qu'est-ce que tu fais au quotidien sur ton ordinateur? Donc le coach, il est vraiment dans le questionnement ouvert, sans aucune suggestion et sans aucun conseil. C'est vraiment ça la différence avec le consulting. Donc les questions ouvertes, elles permettent d'ouvrir la réflexion du client sans aucune suggestion. Juste pour vous donner une idée, un jour, le jour où j'ai passé mon examen, donc l'oral de mon examen, j'ai coaché ma formatrice et donc j'étais observée par une personne qui délivrait l'examen. Et donc, dans le coaching, je lui dis à un moment d'imaginer une île et puis elle me parle d'une île déserte. Et donc, moi, dans ma vision du monde, je me dis, une île déserte, c'est forcément imaginaire. Voilà, c'est bête, hein, mais j'ai pensé ça. Et donc, je lui dis, et sur ton île imaginaire, qu'est-ce que tu fais? Et elle me dit, non, Edwige, c'est pas une île imaginaire, c'est une île que je connais bien, que j'ai déjà vue. Et donc, du coup, ça a brisé un petit peu la réflexion de mon client, ça a cassé quelque chose dans la séance, il y a eu ce temps de mise au point. Et si je n'avais pas utilisé le mot imaginaire pour qualifier son île, parce qu'elle n'avait pas dit que l'île était imaginaire, elle avait parlé d'une île déserte, si je n'avais pas dit ce mot imaginaire, la séance se serait super bien déroulée. Et là, le fait de dire juste suggérer que l'île est imaginaire, ça a perturbé ma cliente parce qu'elle s'est dit, mince, ma coach, elle ne m'a pas compris. Je l'ai vraiment vue, cette île. Je la connais, cette île déserte. Je l'ai vue. Donc, simplement pour vous dire que la moindre petite suggestion, elle peut perturber la réflexion de votre client. Un jour aussi, pour une autre anecdote, j'ai une cliente, je lui propose de faire une visualisation. Et dans la visualisation, je lui dis, imagine un instant que tu es dans un endroit dans lequel tu te sens particulièrement bien. Comme si tu pouvais être, par exemple, à la plage ou dans une forêt. Parce que la plage et la forêt, c'est 95% des clients vont vous dire que c'est la plage ou la forêt. Et elle, je la sentais un peu... Elle ne savait pas trop me dire, elle n'osait pas trop. Et puis elle me dit, Edwige, il faut que je te dise, mais l'endroit dans lequel je me sens vraiment bien, c'est dans ma cuisine. Et alors moi qui n'aime pas du tout cuisiner, ça m'était jamais venu à l'esprit qu'on puisse se sentir bien dans sa cuisine. Et du coup, ça aussi, c'est venu perturber. Juste cette suggestion que ça pouvait être comme tous les autres coachés à la plage ou dans la forêt, juste de suggérer que ça pouvait être ça, ça a perturbé ma cliente parce qu'elle s'est dit, ben non, moi, c'est pas la plage ou la forêt. Déjà, elle avait peur de l'eau, je savais pas. Puis la forêt, c'était pas son truc non plus. Donc voilà, j'aurais dû juste lui dire, quel est l'endroit dans lequel tu te sens particulièrement bien? Elle m'aurait répondu dans ma cuisine. Et la séance se serait encore mieux déroulée. Donc, c'est important de formuler aucune suggestion dans les questions que l'on pose et parfois même dans une question ouverte, dans la tonalité de notre question, on peut suggérer quelque chose et c'est toute là la subtilité quand on est coach PCC de réussir à éviter ça. Alors, Fatia qui dit, on ne peut pas partager une intuition sous forme d'hypothèse libre au coaché de prendre ou pas. Alors oui, mais attention, laissez d'abord le coaché mener sa réflexion. Et si vous sentez que vous avez une réelle intuition et que vous sentez que le client ne trouve pas cette solution, à ce moment-là, vous pouvez partager, mais ça reste quand même relativement avec parcimonie, il faut le faire. Voilà, c'est vraiment, si vous sentez que votre client en a vraiment besoin en disant,
J'ai le sentiment que là, peut-être qu'une solution, ça pourrait être ça, ou peut-être pas. Tu en fais ce que tu veux. Mais si vous le faites à chaque question, du coup, ça vient perturber un petit peu la réflexion de la séance. Mais bien sûr, quand les coachs MCC partagent leur intuition sincère et profonde. Alors, les questions ouvertes, ça permet de faire sortir de sa zone de confort. Parce que les questions fermées, c'est facile. Hein. C'est oui, non, je sais pas. Mais alors, les questions ouvertes, ah, tu sais pas. Et alors, imagine un instant que tu saches, justement, que tu aies la réponse. À quoi est-ce qu'elle ressemble? Je me suis jamais posé la question, tiens. La question pourquoi c'est important pour vous? La première question que je vous ai posée tout à l'heure. C'est une question qu'on ne se pose jamais. Moi, quand je me dis, bah tiens, j'ai envie de faire du sport aujourd'hui, naturellement, je ne me pose pas la question pourquoi c'est important pour moi. Mon mari ne va pas me dire, ah, pourquoi c'est important pour toi d'aller courir aujourd'hui? Il va me dire, bon, bah c'est cool. Et donc, ces questions-là, pourquoi c'est important? Qu'est-ce que ça va t'apporter de plus? Qu'est-ce que ça va changer pour toi? Comment ça va impacter ton entourage? Il y a aussi des questions sur quel lien tu fais entre ce que tu viens de me dire et l'objectif que tu as défini pour essayer de faire des liens, avoir des prises de conscience. Ça fait sortir de sa zone de confort et ça fait vraiment voir les choses différemment. Que faire avec les clients qui ne parlent pratiquement pas ou qui ne savent jamais? Il y a des clients qui parlent très très peu, qui sont dans la réflexion et qui ont besoin de garder cette réflexion pour eux et de ne pas trop partager, parce que s'ils s'entendent parler, du coup, ça vient les perturber. Donc, il y a des clients qui ne parlent pas beaucoup, ça ne veut pas dire qu'il ne se passe pas beaucoup de choses pour eux. Ceux qui ne savent jamais, du coup, vous pouvez lui poser la question ouvertement de quel est votre niveau d'engagement dans le coaching. Les questions ouvertes, ça permet aussi de trouver des réponses multiples et plurielles. Si vous dites à quelqu'un, bah voilà, l'exemple de la réorientation professionnelle, est-ce que tu préfères travailler dehors ou dans un bureau? Bah, plutôt dans un bureau. Ok. Si vous posez la question différemment, de façon ouverte, où est-ce que tu t'imagines travailler? Est-ce que ça peut être par exemple à l'extérieur, par exemple dans un bureau, par exemple en déplacement, aller voir des clients, par exemple dans des pays à l'étranger, par exemple, on pouvait faire une sorte de menu chinois comme ça, ou juste la question ouverte. Imagine un instant que ça y est, tu travailles. Comment tu t'imagines? Où est-ce que tu te vois? Donc ça permet vraiment de trouver plusieurs types de réponses et de ne pas avoir le choix entre la réponse A, B ou C. Donc ça ouvre de nouvelles perspectives, de nouvelles possibilités. Je vois l'heure qui passe. Comment on accompagne ses clients avec une approche coaching? La première chose, c'est d'avoir une posture de coach. Donc, les 5 principes essentiels de la posture de coach, c'est d'abord que le client, il est OK tel qu'il est. Le client a sa propre vision du monde qui n'est nécessairement pas la vôtre. Et vous l'acceptez tel qu'il est. C'est comme ça. Donc, le rôle du coach, c'est se dire, j'identifie quelle est la vision du monde de mon client. Et OK, je rentre dedans avec lui. Et si mon client, il a des valeurs qui sont un peu différentes des miennes, il a des pensées et des avis qui sont un peu différents des miens, ben je l'accompagne avec ce qu'il a, avec qui il est. Donc, on est aussi dans le non-jugement. On ne va pas juger une personne. Il y a des gens que vous n'aurez peut-être pas envie d'accompagner. Moi, un jour, il y a une femme qui est venue, qui m'a appelée, qui m'a dit qu'elle avait besoin d'un accompagnement en coaching parce qu'elle trompait son mari. Et donc, elle voulait continuer à le tromper et trouver des techniques pour continuer à lui mentir. Et donc, je lui ai dit que moi, j'étais pas... je lui ai dit que je n'étais pas la bonne personne pour ça. La réalité, c'est que moi, ça me heurtait trop dans mes valeurs et que je ne pouvais pas l'accompagner avec ça. Donc, c'est quand même rare que ça se passe comme ça, mais ça arrive. En tout cas, dans le coaching, on est dans le non-jugement. On ne juge pas ses clients, on l'accompagne, on l'accepte tel qu'il est. Chaque comportement a une intention positive. Votre client qui ne vous parle pas, qui ne sait pas, il a une intention positive pour lui-même. C'est-à-dire peut-être qu'il se protège de quelque chose. Peut-être que c'est encore trop difficile pour lui. Donc peut-être qu'il faut y aller plus doucement ou par un chemin qui est différent. Donc derrière chaque comportement, il y a une intention positive. Donc même si vous ne comprenez pas le comportement de votre client, dites-vous que son comportement a nécessairement une intention positive pour lui-même. Et ça, c'est vraiment important de l'avoir à l'esprit. Et puis, chaque client possède en lui les ressources nécessaires pour trouver ses propres solutions.
Faites confiance à vos clients à travers les questions ouvertes et la posture de coach. Vous allez faire des merveilles pour révéler le meilleur de vos clients. Et puis, bien sûr, le changement est inévitable parce que c'est la vie. À partir du moment où votre client prend rendez-vous pour une séance de coaching avec vous, il est déjà en train de changer quelque chose dans sa vie. Donc, comment on fait dans un rendez-vous, dans une réunion, dans une relation aussi qui peut être compliquée? D'abord, on définit l'objectif. On écoute le besoin sans jugement. Donc, je suis client, je suis mécontent parce que votre produit que vous m'avez vendu, il ne fonctionne pas. Ok, on ne se dit pas, ce client, c'est un con, je ne le supporte plus. Ben, bien sûr qu'on se le dit entre nous. Mais quand on est coach, on ne se le dit pas. On se dit, ok, il est en colère. Ok, très bien, j'entends sa colère. Alors, comment est-ce que je peux vous aider? Ben, moi, je veux que ça fonctionne et je veux que ça fonctionne tout de suite. Très bien. Alors, comment on peut faire ensemble? Quelles solutions on peut trouver ensemble? On ne part pas dans le jugement, on est vraiment orienté solution, orienté. Qu'est-ce qui peut être le plus utile pour mon client? Qu'est-ce qui peut faire en sorte que je l'aide du mieux que je peux à atteindre son objectif? On se synchronise avec les mots de valeur, le rythme et la tonalité de son client. Ça permet d'être sur la même longueur d'onde, d'avoir une meilleure compréhension aussi entre nous. Et ça marche très bien dans les entretiens commerciaux. Si vous faites l'exercice d'aller acheter un canapé, une cuisine, une télé, une cafetière ou quoi que ce soit, vous allez voir les bons commerciaux. Ils vous posent plein de questions. Ils vous écoutent. Et puis, mentalement, ils enregistrent les mots que vous utilisez. Et quand ils vous font leur proposition commerciale, leur offre, soyez attentifs au fait qu'ils utilisent exactement les mots que vous avez utilisés pour décrire ce que vous vouliez. Ça vous permet de vous dire inconsciemment, ah bah dis donc, il a exactement compris quel était mon besoin. Donc, c'est un bon vendeur et c'est ce qu'il fait et c'est ce qu'il dit. Bon, il y a aussi des grands manipulateurs qui utilisent ces techniques-là. Ça, c'est autre chose. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On identifie un objectif SMART. On démarre sa réunion. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui de spécifique? Comment on peut mesurer? Qu'est-ce qui est réaliste pour aujourd'hui? On va timer dans le temps. OK? On détermine des indicateurs de mesure qui sont concrets. Et donc ça vous permet de définir un bon objectif déjà de base pour un rendez-vous, pour une réunion, pour démarrer une relation avec un client, un prospect. Le questionnement puissant, c'est quoi? On pose des questions qui sont ouvertes et positives, formulées de façon positive. Les questions ouvertes, c'est pas qu'est-ce que tu peux faire pour foirer complètement ton projet. C'est des questions ouvertes, c'est quels sont tous les outils dont tu disposes pour réussir ton projet? Quelles sont les personnes sur qui tu peux t'appuyer? Comment tu vas faire pour faire telle ou telle chose? C'est toutes les questions qui ne commencent pas par « est-ce que ». Toutes les questions de qui, quoi, quand, comment, qu'est-ce qui est important. Est-ce que ça peut être une question paradoxale? Bien sûr, ça peut être une question paradoxale. Tout à l'heure, j'avais justement une cliente en flash coaching qui me disait, qu'est-ce qu'elle me disait? Elle me disait, moi j'ai envie d'être libre et d'être libre, courageuse, autonome et je veux complètement changer. Et puis juste après, elle me dit, mais en fait, changer, c'est faire un choix c'est mourir, je ne veux pas mourir, donc je ne veux pas changer. Je suis ok. Et donc, du coup, quel lien vous faites entre la volonté de vouloir changer aujourd'hui et d'être enfin libre et cette volonté de ne pas vouloir changer parce que c'est lié à la mort? Du coup, ouais, non, mais en fait, oui, ça n'a pas de sens, c'est ce que je dis. Mais évidemment que je veux changer. Donc, ça permet de favoriser la prise de conscience de ces clients. Donc, le questionnement puissant, c'est ça aussi. C'est parfois des toutes petites questions comme quel lien vous faites entre ça et ça? Et quoi d'autre? Et quoi encore? Et qu'est-ce qui pourrait être encore plus important? Et qu'est-ce qui pourrait être encore plus utile? Donc, des questions comme ça qui permettent de pousser la réflexion. C'est des questions qui sont souvent très courtes et très simples. C'est des questions, plus la question va être longue et plus vous allez perdre votre client. Donc, les questions les plus simples sont les plus efficaces. Essayez ça dans vos réunions, dans vos relations avec vos collaborateurs, vous allez voir. Une question courte et simple, ouverte, est beaucoup plus efficace. On pose des questions de planification. Où, quoi, comment, quand, avec qui. Quand on met quelqu'un en action, on a besoin de préciser l'action. Souvenez-vous, le cerveau a besoin d'une consigne qui est extrêmement claire et précise pour se mettre en action. Si un client vous dit « j'ai besoin de refaire du sport pour être en forme »,
le cerveau se dit, OK, en fait, je me note procrastination parce que le sport, j'ai pas envie. Alors que si vous vous dites, OK, je vais refaire du sport, moi, c'est la piscine qui me plaît, je vais y aller le mardi à 18 h avec ma copine Sophie parce que je sais qu'elle aussi, elle veut se remettre au sport à la piscine, le cerveau, il se dit, ah ben, ça y est, moi, j'ai compris, c'est dans l'agenda, mardi 18 h avec Sophie. Et du coup, c'est beaucoup plus facile de passer à l'action. Ça paraît bête, mais c'est comme ça. C'est beaucoup plus facile de passer à l'action. On pose la question de la baguette magique ou la question de changement de position perceptuelle. Donc là, on dépasse beaucoup dans le temps, donc je n'ai pas trop le temps pour ça, mais je vous invite, vous pouvez bien sûr m'envoyer un email si vous voulez en savoir plus. Et puis, vous pouvez prendre un rendez-vous pour un flash coaching aussi demain matin. Demain dans la journée, j'ai de la disponibilité pour des flash coaching si vous voulez en savoir plus ou tout simplement faire un coaching. La question baguette magique, c'est si tout était possible. Si tu avais une baguette magique, là, imagine un instant, qu'est-ce que tu ferais avec ta baguette magique? Quelle est la première chose que tu voudrais changer avec? Et ça, c'est souvent une question qui permet de débloquer quelque chose chez le client, parce qu'il a une croyance qui est très forte, une croyance limitante qui peut être très forte, ou une peur qui peut être très forte. La question baguette magique, on se dit, ah, ça y est, je suis dans Disney, j'ai une baguette magique et tout est possible, je me transforme en chat qui parle et qui danse. Et l'air de rien, ça débloque des choses chez le client parce que du coup, ça lui enlève ce poids dans la vraie vie, c'est pas possible. Donc, on va imaginer que c'est possible et puis on va tirer le fil de ce que la personne nous dit pour essayer de le raccrocher à la vie réelle et voir comment c'est possible de le mettre en place. Le changement de position perceptuelle, ça c'est intéressant à utiliser quand vous avez une situation de conflit par exemple, où vous essayez de vous mettre à la place de l'autre en vous disant mais si j'étais dans ses baskets, dans sa tête, avec sa vision du monde, qu'est-ce qui se passerait pour moi? J'avais une cliente comme ça un jour qui me disait mais moi ma chef elle me dit jamais bonjour, alors du coup moi quand je rentre je fonce à mon bureau. Et du coup, je lui ai fait faire l'exercice de se mettre à la place de sa chef en revivant cette scène. Imagine, tu es ta chef, tu es déjà au bureau depuis 7h30 du matin et tu vois arriver un tel à 9h du matin, tranquille, et elle a encore 3 minutes de retard parce qu'elle avait un problème de retard. Et puis, il se trouve qu'elle passe devant votre bureau en speed comme ça sans même vous dire bonjour. Elle dit, mais non, c'est pas vrai, c'est elle qui me dit pas bonjour. Et bien en fait, ce qui se passait, c'est que l'une et l'autre pensaient que l'une et l'autre ne se disaient pas bonjour, donc finalement aucune ne se disait bonjour. Et le fait que ma cliente se mette à la position de son manager, elle se prenne conscience qu'en fait, peut-être qu'elle aussi pensait qu'elle ne lui disait pas bonjour et que finalement il y avait cette incompréhension. Le lendemain matin, elle est arrivée en disant un grand bonjour avec un sourire à sa manager, ça a débloqué complètement la situation et ça a assaini leur relation. Donc, le changement de position perceptuelle, ça permet d'avoir cette prise de conscience. Et puis, troisième point, la mise en action concrète. On termine toujours par la définition d'un plan d'action. Je vous invite à faire ça dans vos réunions, dans vos rendez-vous clients. OK, qu'est-ce qu'on a vu ensemble et par quoi on termine? Quelles actions on met en place? Donc, qui fait quoi? Quand est-ce qu'on le fait? Comment on le fait? Avec qui on le fait? Et si ce n'est pas possible, quel est notre plan B? Donc ça, c'est très important de terminer par un plan d'action qui va être extrêmement concret pour pouvoir donner la bonne consigne à son cerveau et pour pouvoir engager aussi son client, son collaborateur dans la mise en action. Donc on va concrétiser, on va chiffrer, on va cadrer au maximum chaque action. On ne va pas juste refaire du sport, on va à la piscine le mardi soir avec Sophie, place Jean Jaurès, faire de l'aquagym, voilà, c'est cadré au maximum. Et dans les moments difficiles, comment tu sais que tu iras quand même? Ah ben, je vais dire à Sophie que le jour où je lui dis, écoute, je suis un peu fatiguée, elle m'appelle, elle me met un petit coup de pied aux fesses en disant, non, tu te rappelles, ton coaching avec Edwige, à l'issue de ton coaching, tu m'avais dit de te mettre un petit coup de pied aux fesses à chaque fois que tu me disais que tu étais fatiguée. Ouais, c'est vrai, tu as raison. Bon, allez, on se retrouve à la piscine tout à l'heure. Donc, on peut avoir aussi un partenaire comme ça, un buddy qui vous permet de vous aider dans les moments difficiles. Malika qui me dit, qu'est-ce qu'un flash coaching? C'est un coaching très rapide de 20 à 30 minutes que je propose dans le cadre de la Coaching Week. Et j'ai encore des créneaux libres demain. Il y a certains d'entre vous qui m'ont demandé de libérer des créneaux. Donc, j'ai libéré des créneaux pour demain. Et vous pouvez aller voir sur mon profil sur le site ICF France. Vous allez sur ma fiche, Edwige Giron-Flequinger, et vous avez le lien vers mon agenda pour prendre rendez-vous pour le flash coaching. Et donc, à demain, Malika.
Donc, on identifie aussi les priorités, si c'est urgent, important ou pas, et on valide l'engagement du client. Donc, ça, c'est vraiment la façon dont on va terminer un rendez-vous. Donc, vous avez vu, les trois, on définit l'objectif, on pose des questions ouvertes, et puis on termine par une mise en action. Et ça, c'est des choses que vous pouvez utiliser au quotidien dans votre vie professionnelle, avec votre manager, avec votre équipe, dans votre vie personnelle, avec vos clients. Et testez vraiment, si vous avez une chose à tester, c'est les questions ouvertes pour voir ce que ça fait et ce que ça change dans votre quotidien de poser des questions ouvertes. On arrive à la fin de cette conférence. J'ai été très, très contente de vous partager ma passion qui est le coaching. Et puis maintenant, je suis formatrice en coaching, donc je suis vraiment, vraiment encore plus passionnée qu'avant. Je trouve ça absolument génial de transmettre ce métier qui est un métier passion. Et avant de partir, j'aimerais que chacun puisse me dire dans le commentaire, dans le chat, merci Fatia, si vous pouvez me dire chacun dans le chat avec quoi vous repartez de cette webconférence. Qu'est-ce que ça vous a apporté, cette heure 21 passée ensemble? Avec quoi vous repartez? Qu'est-ce que vous avez appris? Quelles sont vos prises de conscience? Dites-le moi dans le chat. Vous pouvez même ouvrir vos micros si vous voulez voilà, me le dire directement. Ça me ferait vraiment plaisir. Des informations. Merci beaucoup, j'ai un rendez-vous. Nathalie, super, à demain. Ok, super. Un excellent rappel de Fatia qui est coach. Alors, dites-moi, voilà, ce que vous avez pensé. Merci pour toutes ces techniques et partages. Confirmation de mon choix de devenir coach. Yes! Coach ericksonien, hein? J'ai appris la différence entre coach et consultant. Super. Confirmation que le coaching, c'est ma passion. Mais ça, c'est... Ouais, je ne sais pas si on peut l'exercer sans passion, le coaching. Je pense que ce n'est pas possible. C'est passionnant. Enfin, ça devient... C'est plus qu'un métier, en fait. C'est vraiment un métier passion. Ça fait partie de nous une fois qu'on est coach, quoi. Du coup, alors, on n'est pas coach au quotidien, hein. Mon mari vous dirait que je n'ai pas une posture de coach à la maison. Mes enfants non plus. Mais quand on est coach, en fait, c'est une véritable transformation de vie. Ce n'est pas simplement un métier, ce n'est pas simplement un poste. Merci pour votre enthousiasme. Merci beaucoup. Très intéressant, clair, inspirant, super, les questions-réponses. Beaucoup de choses importantes, de petites choses importantes. Eh ouais, des petits pas. Très bien, merci à tous. Merci beaucoup pour vos retours. C'est très, très instructif. Désolée d'avoir débordé, mais je vois que vous êtes restés connectés, donc j'imagine que ça vous a plu, que vous repartez avec plein de choses. Merci beaucoup. Cette conférence, du coup, va être disponible en replay. Je vais vous l'envoyer. Merci pour vos questions, vos interventions. Et puis, n'hésitez pas à revenir vers moi ou aller sur le site de l'ICF pour avoir plus d'informations sur les métiers du coaching. L'ICF, c'est la Fédération internationale de coaching qui est présente dans plus de 149 pays du monde et qui contient plus de 44 000 membres. Et c'est vraiment la fédération de coaching dans laquelle il faut être pour être dans cette communauté de coachs qui se développe et qui se professionnalise. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et puis, à vendredi, pour ceux qui sont inscrits à la webconférence de vendredi, je vous souhaite une bonne soirée et puis peut-être à bientôt pour un flash coaching ou une autre conférence. À bientôt. Au revoir.